Pour que l'homme entre en rapport avec l'esprit ou la conscience créatrice, il va falloir qu'il se libère de sa façon de penser. La façon de penser de l'homme est extrêmement primitive, dans le sens que elle est fondée sur la puissance de ses sens, sur son intelligence. L'homme ne se laisse pas aller à son intelligence. Il l'aborde constamment. Et la force la plus puissante contre lui-même, c'est sa mémoire. Quand je parle de mémoire, je parle de sa mémoire subjective. Et l'homme est pollué. Le mental de l'homme, c'est un musée, le mental de l'homme. Et il va falloir que l'homme un jour fasse du nettoyage. Mais c'est pas facile pour lui de faire du nettoyage. Quand vous dites ça, Bernard, est-ce que ça commence avec la naissance, le mental de l'homme est pollué? Ou un enfant qui naît, là, il n'y a pas un mental pollué en naissant, ça vient avec l'éducation, avec les formes dans lesquelles on le plonge. Un enfant qui vient au monde, là, un enfant qui viendrait au monde dans une famille consciente, oui, grandirait naturellement, sans difficulté, dans cette conscience. Quelles seraient les caractéristiques d'une famille consciente où l'enfant pourrait naître? Une famille consciente, là, c'est une famille où le père et la mère ont tous les deux un centre de gravité mentale développé. Autrement dit, deux êtres qui fonctionnent intelligemment par rapport à eux-mêmes, mais en parfaite harmonie. Donc, chaque individu bénéficie de l'intelligence de l'autre. Autrement dit, il y a une conscience objective des deux côtés. Évidemment, dans une situation telle que celle-ci, un enfant bénéficie de la conscience créative des parents. Donc, l'enfant n'est pas amené au cours des années à perdre sa lumière. Le problème avec l'évolution, ou cette période où l'humanité a perdu contact avec elle-même, c'est que, à travers l'éducation, à travers ses formes, à travers la mémoire de l'humanité, qui est une force très colorante dans l'éducation, l'individu, le petit, si vous voulez, il perd sa lumière, et éventuellement, il est totalement astralisé. C'est-à-dire qu'éventuellement, il fonctionne avec des pensées qui ne sont plus les siennes. C'est ça que vous appelez astraliser. Astraliser, là, dans un sens général, là, c'est une façon de penser qui n'est pas réelle, qui n'est pas soi. C'est une façon de penser qui est colorée. Qu'elle soit colorée par l'extérieur ou qu'elle soit colorée par l'interne, c'est une façon de penser qui n'est pas créatrice. C'est une façon de penser qui est réfléchie par rapport à une mémoire. Donc, il n'y a plus de vie dans cette conscience-là. C'est pour ça que je dis toujours, l'homme sur la Terre, c'est un mort vivant. Et si on va plus loin, comme on aura peut-être l'occasion plus tard d'en parler, on amènera à la surface le fait que l'homme, sans s'en rendre compte, à son insu, est constamment manipulé par des entités sur le plan astral, mais il ne la réalise pas. Attendez, être manipulé sur le plan physique, ça on l'imagine. Bon. Par les religions, bon, par les manipulé politiques. sur le plan physique, on l'imagine. On le comprend un peu. On le comprend facilement. Ouais. Alors, imaginons-nous que l'homme est manipulé de la même façon, non pas simplement sur le plan physique, mais aussi par rapport à l'invisible. Mais quelqu'un qui vous répliquerait, non, moi je ne suis pas manipulé, je pense indépendamment, je ne me laisse pas influencer. Ce serait très facile, en tout cas dans mon cas, de lui démontrer que ce n'est pas le cas. En partant de quelle manière ou en procédant de quelle façon? En procédant d'une façon créatrice au niveau de la pensée, dans ce sens que, sachant par exemple que l'homme en réalité ne pense pas ses pensées, que ses pensées sont colorées à différents niveaux, puis étant médium voyant comme je le suis, je pourrais demander des questions à cette personne-là qui la forcerait à répondre d'une façon qui ne conviendrait pas à la nature fondamentale de son ego. La personne dirait, bah, mais c'est pas ça que je veux dire, ou c'est pas ça que je voulais dire, ou c'est, oh, ça me surprend que j'ai dit ça. Mais éventuellement, les gens, l'homme réalisera que effectivement, la fondation même de la psyché humaine
inconsciente, involutive, se fait ou est bâtie par rapport à des forces psychiques qui font partie du monde astral ou le monde de la mort. Les gens pensent qu'une fois que tu es mort, c'est fini. L'esprit, ça ne meurt pas. Donc, une fois que l'esprit sort du corps matériel, le travail continue et l'homme inconscient se fait manipuler. Ça fait partie des lois de ces mondes-là. Les gens qui ont travaillé dans le domaine de l'occulte le savent. Mais aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans le domaine de l'invisible parce que nous avons aujourd'hui sur la Terre la capacité de tester psychologiquement même la mentalité des entités dans le monde de la mort. Il y a une limite au mensonge que l'homme peut vivre dans son mental. Et les initiés sur la Terre, ceux qui sont suffisamment avancés pour avoir vécu cette expérience-là d'une façon consciente, connaissent les règles du jeu et ils peuvent facilement forcer une confrontation entre une entité qui parle à travers un individu, qu'il en soit conscient ou non, et lui-même. Et c'est là qu'on voit tout le jeu. Et le jeu est tellement bien orchestré que c'est très, très normal et très important que les masses humaines, le monde et les gens non avertis s'approchent de ces recherches, de ces études, de façon très, très, très relax, mollo. Sans mettre d'émotion. Sans mettre d'émotion. La réflexion qui me vient toujours, c'est ceux qui ont fait avancer l'humanité, qui ont fait faire des grands pas à l'humanité dans le plan de la créativité. C'est ceux-là qu'on a crucifiés, c'est ceux-là qu'on a mis au banc de la société. Ils sont morts dans l'oubli, dans l'ignorance, répudiés des sociétés alors existantes. Alors comment, si de plus en plus il y a de gens comme vous, réussissent à entrer en contact avec l'esprit créatif, vont-ils être capables d'éviter la guillotine, la croix? Nous vivons dans un nouveau temps, dans un temps où les lois politiques, la réorganisation psychologique des nations, le droit de l'homme, ainsi de suite, il y a eu beaucoup d'évolutions sociales au niveau de la psychologie collective. Donc ça, c'est très bien. Pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays. Mais les pays comme le nôtre, par exemple, sont des pays qui ont beaucoup d'esprit. Ce sont des pays où les hommes s'affairent à créer une atmosphère d'égalité entre les hommes. Donc, le pouvoir dans nos pays n'est pas un pouvoir passionné. C'est un pouvoir électif. C'est un pouvoir électoral. C'est un pouvoir qui, réellement, ou de plus en plus, vient des masses humaines. Donc, c'est plus facile aujourd'hui pour l'homme de venir dans le monde avec des idées créatrices. Et ceci a commencé avec l'évolution de la démocratie, et ainsi de suite. Et plus ça va aller, plus ce sera facile, même dans les pays socialistes. Mais même s'il y a aujourd'hui une grande facilité pour l'homme conscient, créatif, d'amener de nouvelles idées, il doit demeurer ferme dans la conscience que ces idées sont des idées chocs, que ces idées, dans leur mouvement à travers le mental humain qui les reçoit, remettent tout en question. Donc, ils ont la responsabilité, ces hommes, de manifester leur intelligence avec beaucoup de maturité, beaucoup de transparence, le moins d'égocentricité possible, le moins de vanité possible, le moins d'orgueil possible, et aussi le moins de spiritualité subjective possible. Que l'homme connaisse une spiritualité objective, dans ce sens que l'homme connaisse les mystères de la vie, que l'homme connaisse l'organisation des plans parallèles, ça c'est une chose, ça fait partie de la science de l'esprit. Mais que l'homme se serve de certaines intuitions qui sont amenées à son mental par des entités spirituelles, ça c'est très dangereux, parce que l'homme encore ne connaît pas les lois du pouvoir occulte sur la planète. Et l'homme ne réalise pas que les entités dans les mondes parallèles se servent de la naïveté de l'homme, de son émotivité, de sa spiritualité, pour engendrer en lui une sorte de force qui peut facilement devenir visionnaire. Bernard de Montréal, la semaine prochaine, on se parlera du discernement. Comment discerner les bonnes influences extérieures des mauvaises influences extérieures. Mais avant qu'on se quitte aujourd'hui, je reviens avec la question fondamentale de notre rencontre d'aujourd'hui. Comment
techniquement, y a-t-il une... astralisé. Donc, l'homme qui est conscient et qui regarde n'importe quoi n'est jamais affecté émotivement par ce qu'il regarde. Vous avez utilisé le mot astralisé. Est-ce que vous voulez dire encore qu'il est allé dans le monde de l'imaginaire et croit une réalité? Astralisé, ça veut dire que l'homme est affecté par des forces au niveau subconscient, des forces qu'il ne contrôle pas, des forces qui se serviront de pensée ou du monde de la pensée. De l'imaginaire? À travers l'imaginaire, pour imprimer dans sa conscience une influence qui n'est pas sous son contrôle, donc qui est à son insu. L'homme doit être, et l'homme peut être, très très conscient du monde mental qui s'actualise en lui. Mais pour ce, il faut qu'il arrive graduellement, au cours de son évolution, à dépolariser son mental, à conscientiser son ego. Et ainsi, il n'est plus affecté par les influences. Il n'est plus infecté par les influences. Il voit ce qui se passe dans le monde. Il comprend la marche du monde, mais il n'est pas lui-même affecté, conditionné, entraîné malgré lui-même. C'est ça. Parce qu'il a de la centricité, il a son propre gouvernail. Le problème avec l'homme moderne, c'est qu'il n'y a plus de gouvernail. Et plus la société devient complexe, plus elle devient grande, plus les pouvoirs économiques jouent du pouvoir politique, moins l'homme a la capacité de se garder le gouvernail. Et dans mon optique, l'homme n'a jamais eu réellement de gouvernail, mais auparavant, c'était moins important de ne pas avoir de gouvernail. Alors qu'aujourd'hui, ça devient très important pour l'homme d'avoir un gouvernail parce qu'il est obligé maintenant de se promener sur une mer d'influence qui vient de tous les côtés du monde, des quatre coins du monde. Et à l'intérieur de ce mouvement qui est extrême et très dynamique et très puissant, il doit maintenir sa sanité, il doit maintenir son équilibre, il doit maintenir sa capacité de travailler dans une société qui devient de plus en plus influencée et influençable. Mais alors les gens qui sont restés accrochés ou qui sont encore dans le sein de certains bateaux qui ont eu un gouvernail, je pense aux églises, je pense à certains milieux sociaux, des castes ou des sectes ou des groupements sociaux qui se protègent en se gardant à l'intérieur d'une tradition, d'une idéologie, qui fait que ces gens-là semblent vraiment, je pense, je ne voudrais pas les nommer, mais il y a des mouvements religieux qui sont vraiment en marge des tempêtes et des malheurs de notre société, s'accrochant à des textes sacrés, très très anciens. Mais ces individus-là n'ont pas de gouvernail, ils se servent du gouvernail de ces sociétés, du gouvernail communautaire. Et il ne s'agit pas pour l'homme, en tout cas je parle de l'homme du Verseau, de l'homme qui vient, de l'homme qui viendra, il ne s'agit pas pour cet homme de s'attacher au gouvernail collectif. Il s'agit d'avoir lui-même son propre gouvernail. Oui, mais dans ces cas-là, ces gens-là vous répliqueront, on est protégé par la collectivité. On est protégé par la collectivité dans la mesure où dans la mesure où la collectivité n'entre pas en contradiction trop avancée avec la plus grande collectivité. Autrement dit, par exemple, excusez, dans les pays socialistes, la grande collectivité de l'Église a été menacée par la grande collectivité d'État. Dans les pays démocratiques, les sectes et tout ceci ont été et deviennent de plus en plus menacés par la collectivité démocratique, dans ce sens que la collectivité démocratique regarde dans ces sectes pour voir s'il n'y a pas des abus contre l'individu. Donc, vivre à l'intérieur d'une collectivité, ce n'est pas une sécurité pour l'homme, ça peut être une oasis temporaire. Mais pour l'homme, pour l'individu, pour l'esprit, pour l'identité, pour l'individualisation de l'être, il n'y a pas de place. Un être qui serait le moindrement individualisé, un être qui serait arrivé le moindrement à un état de conscience intégrale, qui aurait rapatrié la totalité de sa conscience, ne pourrait pas vivre à l'intérieur d'une secte, ne pourrait pas vivre à l'intérieur d'une église. Pourquoi? Parce que l'esprit d'une secte, ou l'esprit d'une église, ou l'esprit d'un front patriotique ou d'un front nationaliste est toujours un esprit collectif. Qu'il serve d'oasis, oui, parce que l'individu manifeste quand même une certaine naïveté par rapport à lui-même. Mais un individu dans sa totalité intégrale, qui ne vit que de son énergie créative,
n'a plus besoin d'être supporté par une conscience collective qui, d'une façon ou d'une autre, va limiter ses possibilités d'expansion de conscience. Parce qu'elle est forcée, cette collectivité-là, pour survivre, de s'occuper à ce que les individus n'entrent pas en contradiction avec elle. S'il y a contradiction, la collectivité peut vivre de grands chocs. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'Église entre ce groupe de religieux qui retournent vers le fondamentalisme chrétien et l'Église romaine dans sa catholicité universelle. Donc là où il y a chez l'homme du Verseau un besoin intégral de reconnaître en lui-même le potentiel créatif de son mental, il ne peut pas y exister de conscience collective. Il peut y exister une conscience qui permet à cet individu-là de travailler ou d'œuvrer avec plusieurs individus, mais toujours en gardant leur individualité intacte. Donc là, nous retrouvons un esprit universel, nous retrouvons des êtres qui sont sur une même longueur d'onde. Ça, c'est un grand plaisir de l'esprit individualisé qui s'actualise à plusieurs unités dans la formulation créative d'une conscience sur un plan social qui est l'expression et la continuité de cette énergie en mouvement. Mais dans une conscience collective qui est restreinte, soit par rapport à une doctrine, soit par rapport à un ancien testament, soit par rapport à une façon de philosophiser la vie, basé sur la mémoire historique de l'humanité, ce n'est plus suffisant. L'homme, la conscience créatrice de l'homme, c'est une conscience universelle, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de fin. Elle est en elle-même infinie. Donc l'homme a à la découvrir et l'homme a à aller dans les tréfonds de cette réalité. Dans la mesure où il est capable de supporter les nouvelles révélations de sa propre conscience, dans la mesure où il est capable, autrement dit, de supporter cette science qui est à la fine pointe de son esprit, il est capable automatiquement de vivre en harmonie parallèle avec ce qui existe dans le monde et ne pas se troubler spirituellement ou se troubler émotivement parce que déjà, il a sa sécurité. Un homme qui a sa sécurité profonde, qui a une sécurité intégrale, qui n'est pas le produit de la collectivité, qui n'est pas le produit d'un tampon collectif, n'est plus menacé par la société. Il n'est plus menacé par le gouvernement, n'est plus menacé par l'État. Les gens qui sont les plus dangereux pour l'État ou les collectivités sont les gens qui vivent une sorte de fausse individualité. Une individualité qui est basée sur une sorte d'émotivité, une sorte de naïveté. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les lois de la vie planétaire. Ce sont des gens qui vivent d'une certaine imagination et qui ont le rêve de s'exproprier d'un domaine qui ne fait pas partie de la vie. L'homme doit vivre sur la planète, il doit regarder ce que les hommes de l'évolution ont créé. L'homme doit être, s'il est mûr, s'il est intégral, s'il est parfaitement sécure, il doit être capable d'apprécier General Motors, il doit être capable d'apprécier ce que les gouvernements font, il doit être même capable, et il devrait être capable, d'apprécier ce que les systèmes policiers font pour la protection d'une grande collectivité. Sinon, ils vont fanatiser leur mental, ils vont émotiver leur perception du monde, et s'ils font ceci, ils vont fanatiser leur conquête, ils vont fanatiser leur mouvement. Ils seront obligés de s'exclure, ils seront obligés de se marginaliser. Être marginal, c'est une illusion. Être marginal, c'est de l'enfantillage psychologique. Être marginal, ça ne peut pas durer. Tous les groupes ou tous les groupements qui ont été marginaux n'ont jamais pu durer parce que pour être marginal, il faut d'abord avoir une puissance créatrice qui élimine la marginalité pour la rendre pénétrante, cette nouvelle conscience. Donc, pour qu'une marginalité devienne un fait de civilisation, il faut que cette marginalité soit assise sur la conscience créatrice d'une race nouvelle. C'est-à-dire qu'une race nouvelle, dans le mouvement créatif de sa puissance interne, va se marginaliser des anciennes races. Donc elle va côtoyer, elle va être à côté d'eux, et elle va continuer son propre mouvement. Donc les hommes du Verseau créeront sur la Terre une race mentale.
c'est-à-dire ils auront un esprit neuf. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'iront plus chez Eaton pour acheter du linge. Ceci ne veut pas dire qu'ils n'iront plus dans les clubs boire un verre. Ceci ne veut pas dire qu'ils s'excluront de